auditrices, chers auditeurs de la radio de Son Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Valeurs humaines. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Amin Sidhom. Bonjour Maître Sidhom. Bonjour. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Maître Sidhom, avocat et coordinateur du réseau des avocats pour la défense des droits de l'homme et militant des droits de l'homme en Algérie. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous résumer brièvement votre parcours de militant des droits de l'homme? Je suis avocat depuis 2002. Je travaille avec les familles disparues, avec les personnes torturées durant la décennie noire. On travaille actuellement sur la situation des droits de l'homme en Algérie, ainsi que on prépare des rapports, que ce soit annuels ou des rapports sur la situation de la justice algérienne. Après les nouvelles modifications du code pénal et du code de procédure pénale. Vous avez toujours travaillé et été proche des familles de disparus. Pouvez-vous nous dire pourquoi votre attachement au combat des mères de disparus? Déjà, c'est un attachement beaucoup plus moral qu'autre chose. Quand on voit la situation des familles disparues, comme l'ont toujours dit, que c'était une torture continue. Donc les familles disparues, quand même, c'est quelque chose. Quand on voit une personne qui a un proche disparu, déjà c'est triste. Le non-respect de leurs droits et leurs droits qui sont violés, donc c'est tout à fait, c'est une réaction qui est beaucoup plus humaine qu'autre chose. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors de son discours à la nation prononcé fin 2004, affichait publiquement sa détermination à mettre un terme aux années noires par des mesures d'amnistie. Comme pour la concorde civile, le président déclarait que les personnes ayant du sang sur les mains ne seraient pas amnistiées, mais il enjoignait également les familles de disparus à se sacrifier au nom de la réconciliation nationale. Cependant, les familles de disparus expriment sans cesse ce besoin de savoir, comprendre pourquoi, comment et pour quelles raisons leur proche a disparu. Je pense que connaître la vérité sur le sort des personnes disparues est un droit. On peut mettre les textes qu'on veut, on peut mettre les lois qu'on veut, mais un droit restera toujours un droit. Donc, même si la réconciliation a été mise en place, il y a les procédures qui ont été mises en place, des jugements qui ont été rendus, cela n'empêchera pas que ce soit les familles ou les personnes proches ayant des proches disparus de demander la vérité sur le sort de leur fils, de leur enfant ou de leur mari. Donc ce genre on a vu dans le monde des lois amnistiantes, des textes de réconciliation, mais cela n'a pas empêché à la longue et durant l'histoire de connaître la vérité un peu sur le sort des personnes disparues. Donc on peut mettre ce qu'on veut, le régime en place peut mettre les lois qu'il veut, mais cela n'empêchera personne d'aller demander la vérité sur ces disparus. L'article 46 de l'ordonnance 0106, portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, prévoit que quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans. Pour les familles de disparus, cette disposition favorise l'instauration d'un climat d'autocensure, Maître Sidhom. Je pense que ce texte-là, jusqu'à présent, depuis la mise en place de la Charte pour la paix et la réconciliation, ce texte-là n'a jamais été utilisé. Mais bon, c'est un texte, disons, répressif en premier lieu, et qui a pour but d'essayer de bloquer ou d'arrêter les gens de demander ou de dénoncer les violations des droits de l'homme ou d'au moins les principes des droits élémentaires du citoyen. Dans les textes d'application de cette charte, entrée en vigueur le 28 février 2006, les familles de disparus se voient proposer une indemnisation conditionnée par l'établissement d'un jugement de décès délivré par un tribunal. Beaucoup de familles refusent ces indemnisations et préfèrent lutter contre l'impunité et l'oubli. En matière de l'établissement de ce jugement de décès, il y a un très grand problème, Maître Sidhom. En effet, à partir du moment où il n'est pas prévu pour ce jugement une notification, comment peut-on savoir que ce jugement a été rendu pour le casser ?
L'article 33 de la loi 01-06 portant mise en œuvre de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale stipule que le jugement de décès peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai n'excédant pas 1 mois de s'en prononcer. Ce matin, nous avons reçu un père d'un disparu qui a retiré l'acte de naissance de son fils disparu et a été surpris quand il a découvert que son fils était déclaré décédé en mention marginale. Quand il est allé voir le procureur, ce dernier l'a informé que c'est sa belle-fille, c'est-à-dire l'épouse du disparu, qui l'a déclaré décédée par jugement selon l'article 32 de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale qui stipule que le jugement de décès du disparu est prononcé sur requête de l'un des héritiers, de toute personne y ayant intérêt ou du ministère public. Le père n'étant pas notifié par ce jugement, ne peut plus faire de cassation devant la Cour suprême pour annuler ce jugement, car le délai prévu par l'article 33 de l'ordonnance 01-06 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ne doit pas dépasser 1 mois du prononcé du jugement. Que peut-on faire, Maître Sidran? Déjà, il y a un problème qui se pose pour la disparition. Quand on se réfère au code de la famille, il y a une contradiction entre le code de la famille et la charte elle-même. Parce que dans le code de la famille, le jugement de disparition est demandé soit par les personnes concernées ou les ayants droit, ou par le parquet. Donc, automatiquement, l'autre partie, on lui notifie l'action judiciaire et on lui notifie la date de l'audience. Dans la charte, c'est à peu près le même procédé, parce qu'il renvoie aussi vers le code de la famille, mais comme c'est des textes, disons, exceptionnels, donc ils avaient une durée, un timing pour essayer de liquider tous ces dossiers. Donc, si on ne notifie pas à la partie concernée, donc il y a un vice de forme. Donc, les délais ne sont pas comptabilisés qu'à partir de la date de la notification. On ne peut pas, ou la date, ou la personne concernée se rend compte qu'il y a eu un jugement. Donc là, elle peut interjecter un pourvoi en cassation. Elle ne peut pas faire appel, mais elle peut interjecter un pourvoi en cassation au niveau de la Cour suprême. Selon l'article 30 de la charte dite pour la paix et la réconciliation nationale, la personne qui veut faire pourvoi en cassation, elle a un délai d'1 mois à partir de la date de son prononcé et pas à partir de la date de sa notification. Non, la date du prononcé, on ne peut pas la connaître, parce que si on ne notifie pas à la personne, il ne peut pas connaître la date. Donc moi je pense que là il y a une contradiction. Si on parle de prononcé, il y a plusieurs jugements qui ont été rendus, que ce soit en pénal ou autre. Et on ne peut pas faire appel, ça c'est contre la Constitution et contre la loi existante. Donc moi je pense que c'est à partir de la date de la notification, pas du prononcé. Le rapporteur spécial pour la liberté d'opinion et d'expression, Franck Larue, a réaffirmé que la réconciliation nationale ne saurait être réalisée en imposant le silence. Et que la paix doit être fondée sur le droit à la vérité et sur le droit des victimes à la justice. Ces droits sont particulièrement pertinents dans les cas de disparition forcée. Croyez-vous, Maître Sidoun, que les familles de disparus auront un jour droit à la vérité et à la justice? Je pense que si, parce que toute leur lutte et le travail qui a été fait dans ce sens, je pense que la vérité éclatera un jour et ils connaîtront la vérité sur le sort et ce qui s'est passé, comment leur enfant a été enlevé et ce qu'ils ont souffert. Je pense que d'ici quelques temps, la vérité éclatera et ça ne sera plus un tabou. Déjà, le problème des disparus à un certain moment était un tabou, maintenant il l'est plus et c'est un débat qui a été rendu public. Et que ça soit sur le plan national ou sur le plan international. Donc je pense que les choses vont évoluer à fur et à mesure. Dans ses observations finales de 2007, le Comité des droits de l'homme a fait part de ses inquiétudes et a demandé au gouvernement algérien d'abroger l'ordonnance 01-06 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, et notamment l'article 46, qui porte atteinte à la liberté d'expression ainsi qu'au droit de toute personne d'avoir accès à un recours effectif contre les violations des droits de l'homme tant au niveau national qu'au niveau international. Pourquoi un tel mutisme de la part du gouvernement algérien selon vous? C'est une chose qui était attendue de la part du régime algérien. Donc c'est une situation, mettre en place la charte, ça permet de leur garantir une certaine impunité momentanée, parce que on ne peut pas cacher l'histoire d'un pays en mettant en place des textes ou des lois
des lois liberticides ou autres. Mais avec le temps, je pense que cette situation va évoluer et on ne peut pas empêcher les gens de parler de leur histoire. On ne peut pas empêcher les gens de connaître la vérité sur le sort de leurs proches ou la vérité sur ce qui s'est passé dans ce pays durant cette décennie ou avant ou après. Donc la vérité éclatera un jour ou l'autre. Lorsqu'on cherche la définition de réconciliation nationale dans l'encyclopédie Larousse, voilà ce qu'on retrouve. Processus d'acceptation et de déculpabilisation dans l'opinion publique d'une nation après un épisode honteux de l'histoire récente du pays. La démarche de réconciliation nationale semble double. Permettre aux victimes de s'exprimer publiquement, inviter les auteurs d'exactions à reconnaître leurs actes. Et si on compare cette définition à celle avancée par l'État algérien, je crois que amnésie serait plus adéquate à cette charte. La manière dont cette charte a été mise en place, elle a été faite de manière unilatérale. Parce que quand on parle de réconciliation, il faudrait se mettre autour d'une table et de débattre entre les différentes parties et définir qui a fait quoi. Dans la charte à l'algérienne, c'est une charte qui a été faite par le pouvoir en place, ou les pouvoirs, on ne sait pas encore qui est qui, donc de manière unilatérale pour garantir leur maintien d'une part au pouvoir et leur garantir une certaine impunité durant leur règne. Parce que si demain la vérité éclate, ils sont responsables, parce que le gouvernement ou le régime en place est responsable, qu'on le veuille ou pas, de la sécurité de ses citoyens. Donc tout acte qui est commis par des personnes, des services de sécurité ou tout corps confondu, sont responsables, l'État est responsable de ce qui arrive. Parce que quand on revient à la constitution algérienne, le droit à la sécurité du citoyen, c'est la responsabilité de l'État et non de quelqu'un d'autre. Le chemin vers la réconciliation nationale en Tunisie passe par celui de la lutte pour l'état de droit et la chasse à l'impunité. Les deux vont de pair. En effet, pour s'assurer de la non-répétition des crimes qui ont été commis, il faudrait entamer une réforme globale de l'appareil judiciaire, de sorte qu'il garantissent l'égalité de tous les citoyens devant les règles du droit. Nous sommes très nombreux à avoir suivi avec intérêt les premières auditions publiques des familles des victimes de la dictature en Tunisie. Y a-t-il un quelconque espoir que cela se produise un jour en Algérie, Maître Sidhom ? Tout dépendra de la volonté de la société civile, d'une part, parce que je pense qu'il ne faut pas réformer juste la justice, mais il faut réformer tout le système algérien. Il faut qu'il soit réformé, parce que la justice actuellement, on a parlé d'elle, on demande à ce qu'elle soit indépendante, mais est-ce qu'elle peut être indépendante dans un système pareil ? Donc chose qui est irrationnelle du moment où c'est le même pouvoir qui désigne les magistrats, et c'est le même pouvoir qui réprime ces mêmes magistrats s'ils ne marchent pas dans le sens du poil. Donc la Tunisie, c'est une autre conjoncture et je pense que chaque pays a ses propres caractéristiques, donc on ne peut pas. C'est bien de prendre l'expérience de nos voisins, de prendre l'expérience de différents pays, mais chaque pays a ses propres caractéristiques. Et je pense que pour l'Algérie, quand même, il reste toujours un grand travail de fond à effectuer de la part de la société civile qui commence elle-même à disparaître. Je pense qu'il est important pour les familles de continuer leur lutte. Ça fait déjà quand même plus de 20 ans qu'ils luttent pour connaître la vérité sur le sort de leurs proches. Et je pense que la lutte continuera jusqu'à ce que la vérité éclatera un jour. Je vous remercie, Maître Sidhom, de répondre à nos questions. Voulez-vous rajouter quelque chose ? Espérons que le dossier des disparus verra un jour la lumière. Et je pense que la lutte continuera jusqu'à ce qu'on arrivera à décrocher cette vérité. Merci Maître Sidhom de répondre à nos questions en nous faisant l'honneur de votre présence. C'était avec vous Dalal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Merci chers et fidèles auditeurs et à bientôt à une autre émission.